Bonjour Mylène et bonjour à celles qui découvrent cette vidéo aujourd'hui sur la thématique qui, je sais, vous tient beaucoup à cœur. Comment négocier avec un conjoint manipulateur ou un ex-conjoint manipulateur? Peut-on d'ailleurs négocier avec un ex-conjoint manipulateur? On vous a un peu présenté notre objectif avec Mylène, c'est ce binôme avocate et coach pour accompagner notamment les victimes de violences conjugales, non seulement sur leur parcours juridique, mais aussi durant leur processus de réparation pour pouvoir aller de l'avant et effectivement se projeter dans leur vie d'après. Alors, Maître Mylène Inger, bonjour. Bonjour Naïma. Peut-on négocier avec un conjoint violent et manipulateur? Non, on ne peut pas. On ne peut pas et pourquoi on ne peut pas? C'est tout simplement parce que le conjoint manipulateur, par définition, ne négocie pas. C'est-à-dire qu'il utilise le dialogue non pas pour trouver des compromis, mais tout simplement pour trouver le moyen de faire que son conjoint prenne des décisions qui aillent dans le sens de ses intérêts et exclusivement dans le sens de ses intérêts. Conjoint manipulateur et négociateur sont deux choses qui ne se combinent pas. Néanmoins, on est amené à devoir négocier, qu'il s'agisse de négociations ou de décisions autour de la garde des enfants, de la séparation des biens, de qui va garder ou pas le logement. On a des décisions à prendre et on pourrait se dire, OK, pas de terrain de négociation, pas de terrain d'entente, mais alors comment on fait? Alors, quand je dis pas de négociation, en tout cas, pas de négociation dans le huis clos familial. C'est-à-dire que le manipulateur, effectivement, va tenter de poursuivre un mode de fonctionnement qu'il a pratiqué pendant le couple. Hein, et il pense pouvoir continuer. Il connaît très bien son conjoint, il connaît très bien ses faiblesses, il sait très bien comment obtenir ce qu'il veut. Et bien évidemment qu'il ne va pas changer de mode opératoire en tout cas pas spontanément, au moment de la séparation. Une des phrases fréquentes du manipulateur, du conjoint manipulateur, c'est on n'a pas besoin d'avocat, faisons les choses entre nous, ils sont là juste pour mettre de l'huile sur le feu et demander des honoraires. Donc, faisons les choses entre nous. Là est le piège, puisque son objectif va être et est souvent d'obtenir un maximum d'accords sans intervention de tiers. On tenait vraiment à mettre l'accent sur cette histoire de ne pas négocier à huis clos et de faire appel vraiment à des tiers. Et quand on dit faire appel à des tiers, euh, sans doute pas faire appel à un médiateur, ne pas négocier dans le cadre du huis clos et garder en tête le fait que ces décisions que vous allez prendre durant cette séparation, ça va Mm, être, vont avoir un impact sur le long terme. Donc moi, j'aime bien mm. toujours me dire, essayez de vous mettre à la place de la femme que vous serez dans 10 ans. Au moment de la négociation, on est encore en fragilité, on est encore dans une grande vulnérabilité. Et ce conjoint ou cet ex-conjoint manipulateur va vraiment utiliser des leviers, on en a parlé ensemble, Maître Inger, des leviers, on va dire, d'ordre émotionnel. Oui, alors effectivement, comme vous l'avez souligné assez justement, la séparation est un moment de toute façon de grand bouleversement personnel et émotionnel, donc par nature. Hein. Le problème étant que lorsque vous avez en face de vous un conjoint manipulateur, il va utiliser ce moment de faiblesse à son avantage, étant précisé qu'effectivement, il connaît bien les leviers pour voilà, obtenir les choses dans son sens. Un autre point également qui est important, vous disiez à juste titre qu'il ne faut pas forcément se tourner vers un médiateur. Effectivement, il ne faut pas se tourner vers cette négociation à huis clos. Il faut savoir que le manipulateur va utiliser le fantasme qu'a son conjoint, euh, que les choses se passent enfin gentiment. C'est-à-dire, souvent, lorsque l'on a été victime de violences psychologiques, lorsqu'il y a eu une relation dysfonctionnelle, c'est-à-dire avec euh,
un des conjoints qui est un peu renié dans son individualité, un des conjoints qui est frustré, dont les besoins ne sont pas du tout entendus, il faut savoir qu'il peut y avoir cette envie, ce fantasme que au moment de la séparation, il y a enfin une réparation qui intervienne de tous ces violences, parce que c'est bien de la violence dont il s'agit, même si elle n'est pas visible, c'est de la violence et on va espérer qu'au moment de la séparation, enfin, le conjoint manipulateur euh, va aller vers quelque chose de plus apaisé, qu'il va même peut-être y avoir une réparation. Il y a donc un premier deuil à faire. Cette relation-là n'existera pas. La seule personne en capacité de changer, c'est la victime du conjoint manipulateur. Le conjoint manipulateur, lui, ne se remet pas en cause. euh, et parce qu'il ne se remet pas en cause, il va falloir euh, parler le langage qu'il comprend. Et le seul langage que comprend le conjoint manipulateur, outre celui de l'abus et outre celui de l'emprise, ce sont les rapports de force. n'arrive pas du jour au lendemain. Bien sûr, à sortir de l'emprise et à Non. sortir de mode de fonctionnement. Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que d'abord, il faut avoir cette conscience. Donc, je pense qu'il y a une première phase, il faut quand même se donner un peu de temps, puisqu'il faut déjà conscientiser le fait que vos intérêts ne sont plus communs. Déjà, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que vous avez des intérêts divergents. Le conjoint manipulateur va chercher à vous maintenir dans cette illusion que ses intérêts sont les vôtres. Or, ce n'est pas le cas. Déjà, il y a ce process-là, puisque dans un premier temps, vous allez vous réapproprier votre espace personnel, ce qui va vous permettre d'identifier donc vos envies, donc vos demandes. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez pouvoir commencer un dialogue. C'est intéressant parce que cette séparation, finalement, elle devient aussi l'occasion de se retrouver soi, de se réapproprier ses propres désirs, ses propres attentes, ses propres objectifs. Donc ça peut être aussi comme une sorte de tuteur pour sortir de l'emprise. Alors on dit ça, c'est de la théorie. En pratique, on l'a bien vu. Ça prend souvent du temps. On tombe forcément dans les pièges au départ. Oui, effectivement. Oui, c'est en fait, on finit par se rendre compte qu'il va falloir faire son deuil de cette relation idyllique qui, comme je l'expliquais, n'a pas eu lieu pendant l'histoire du couple. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent la relation se termine. Du coup, à l'occasion de la séparation, comme je disais, le conjoint manipulateur va chercher à remettre en place le mécanisme de la relation dysfonctionnelle. À mon sens, au niveau du process, c'est qu'il faut déjà avoir conscience de ce qui se joue. Ensuite, il faut réussir à mettre une distance avec le conjoint manipulateur. Et là, alors, quand vous vous séparez physiquement, quand vous quittez le domicile familial, c'est beaucoup plus simple, évidemment, parce que là, à cette occasion-là, vous pouvez décider, par exemple, de ne parler que par mail, ce qui vous laisse l'occasion de ne pas aller sur le plan émotionnel. Bien évidemment que quand on est dans le domicile, c'est plus compliqué. Se recréer en fait un univers à vous. Donc si ça ne peut pas se faire au domicile, enfin chez vous, parce qu'il est encore à côté, c'est organiser des rendez-vous extérieurs et prendre également conseil. Alors, auprès d'un avocat, mais ça peut être aussi auprès de la famille. En tout cas, auprès des personnes bienveillantes bienveillantes pour vous. Les personnes bienveillantes, d'ailleurs, vous allez souvent pouvoir les détecter parce que ce sont les personnes dont il a cherché à vous éloigner. Donc, ça va être là établir une stratégie non seulement avec, par l'intermédiaire, enfin, avec, aux côtés d'un ou d'une avocate, mais aussi une stratégie personnelle de communication avec cette Bien personne. sûr, il va y avoir des communications qui vont avoir lieu. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a, alors d'une part, il y a la stratégie que vous allez mettre en place avec votre avocate. Moi, ce que je me rends compte dans la réalité de mes dossiers, c'est que entre deux appels de mes clients, il se passe des choses.
C'est-à-dire, il peut arriver que vous donniez comme consigne, pour l'instant, je vous demande de ne pas aborder les sujets des conséquences du divorce. Ne le laissez pas vous attraire sur ces sujets et ils sont très, très forts pour, pour vous amener à en parler. Souvent, d'ailleurs, ils commencent par parler des enfants et puis d'un coup, voilà, il y a la question qui arrive sur l'aspect financier, sur la jouissance du domicile. Et tout à coup, on se sent prise au piège. Il manque, voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait récurrent. Donc, l'objectif, en fait, c'est un peu comme un muscle, c'est-à-dire que vous allez commencer à travailler des habitudes dans vos manières de répondre. Là où vous avez tout à fait raison, c'est euh, plus court c'est, mieux ça vaut. En fait, dès que vous allez, on le sent, c'est-à-dire que très souvent, une victime d'un conjoint manipulateur va avoir tendance à vouloir obtenir l'approbation ou vouloir faire prendre conscience au conjoint manipulateur des maux qu'il provoque, des mots MAUX, hein. Or, c'est là encore, c'est un espoir qui est vain. Et donc, plus vos mails sont longs, plus ça signifie que vous n'êtes pas encore sorti de l'emprise. Il faut vraiment s'habituer à rester sur les informations neutres, Ces failles, elles sont merveilleuses, mais précieuses, bien sûr. elles sont précieuses, exactement. Elles font aussi de vous qui vous êtes. Ces failles, vous les réservez pour les personnes de confiance, pour les gens bienveillants. Ne les exposez pas. C'est ça aussi, faire preuve de stratégie. Je sais que c'est très difficile, hein. Je parle évidemment en connaissance de cause pour celles qui connaissent mon parcours. Et donc, ne vous exposez pas. Oui, au niveau des stratégies, donc ce dont on faisait état, c'est surtout pas de négociation dans la sphère enfin, dans la sphère privée, en tout cas sans intervention d'un tiers. Le premier aspect, en tout cas la première règle, c'est, on se l'est déjà dit, c'est l'opacité, se rendre opaque, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous avez été un livre ouvert pour votre compagnon. Au moment de la séparation, en tout cas avec un conjoint manipulateur, il va falloir retrouver une opacité, fermer le livre pour que finalement il n'ait plus euh, les moyens d'exploiter vos failles. La seule personne qui est en capacité de changer finalement, c'est vous. Donc dans votre mode de fonctionnement, vous allez refermer le livre pour pouvoir reprendre finalement une position de force dans la relation parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le seul mode de fonctionnement qu'ils comprennent. À partir du moment où vous allez reprendre le dessus dans la relation et dans ce rapport de force, euh, il va commencer à vous écouter et à écouter vos demandes. Tant que vous n'avez pas repris le dessus, vous ne l'intéressez pas. Donc, si à un moment donné, il doit y avoir un échange, ce ne sera qu'à partir du moment où cette relation aura été remise en place et à votre avantage. D'où la nécessité de l'opacité, d'où la nécessité d'une stratégie mise en place avec son avocat et d'un travail sur vous qui soit bien évidemment fait en parallèle. Vous connaissez son fonctionnement, mais lui ne connaîtra plus le vôtre, puisque vous allez commencer, vous, à opérer de manière totalement différente que durant votre relation. Donc, ça va être aussi pour vous un processus de transformation. En tout cas, pour les premières, comment dire, les premières choses à travailler au moment de la séparation, donc, si on fait une synthèse, c'est déjà euh, prendre de la distance, enfin essayer de rompre l'emprise qui est en place, reprendre son individualité, remettre une distance avec le conjoint manipulateur parce que c'est cette distance qui va vous permettre de comprendre que vos intérêts ne convergent pas. Et à partir du moment où vous prenez cette conscience-là et que vous posez les bonnes questions, vous allez aussi savoir ce que vous voulez et donc de présenter des demandes qui soient des demandes présentées de manière solide. S'il sent une fragilité, il va en jouer. Et une fois que cela est mis en place, effectivement, vous pouvez éventuellement, par le biais des avocats, commencer à échanger. Pour conclure cette vidéo, on revient sur les points essentiels. Donc,
La prise de distance, ça passe par cette communication, ça passe aussi par le fait de bien prendre conscience que vos intérêts ne sont pas les intérêts de votre ex-conjoint. Donc, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs, à vos intérêts propres, à prendre le temps de cette réflexion. Vous n'êtes pas forcé de suivre le rythme de votre ex-conjoint. On est d'accord que c'est vous qui allez désormais décider de ce rythme, c'est vous qui allez décider du format. Ça va être aussi l'occasion justement de prendre un recul, le recul nécessaire pour pouvoir vous retrouver vous-même et reprendre confiance en vous, reprendre vos bases, vos repères, reprendre votre pouvoir sur vous-même. En tout cas, la première règle, elle est là. C'est réidentifier ses propres besoins, comprendre qu'ils sont divergents de ceux de monsieur, ne pas faire d'accord sans intervention d'un tiers, puisque ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va tenter de faire. Et dans un dernier point, une fois que bah, tout cela a été bien mis en place, remettre en place euh, un échange euh, qui, je l'espère, pourra à ce moment-là permettre d'avancer. Mais si ce n'était pas le cas, c'est pas très grave, puisque il y a des juges qui sont là pour ça, hein, pour régler le problème lorsque vraiment ils ont la dent dure et que même en remettant en place un rapport de force, ils décident, ça arrive parfois, ils ne veulent pas reculer. Eh bien, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter encore une fois, parler un langage qu'ils connaissent, c'était le rapport de force, et c'est la procédure, et c'est la décision judiciaire. Je vous rappelle qu'on est un binôme, un duo, avocat-coach, qu'on accompagne notamment les victimes de violences conjugales. Je vous invite bien évidemment à liker, partager avec celles qui en auraient besoin, même avec des proches dont des proches seraient concernés par ces situations de manipulation, d'emprise et de difficultés de relation avec un ex-conjoint violent, manipulateur, toxique. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci Naïma. Merci Mylène.